Le gouvernement qui vient donc d'annoncer que 6 milliards d'euros de dépenses pourraient être stoppés pour compenser le coût de la guerre au Moyen-Orient. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur de l'OFCE. Il y a quelques jours, on se demandait si l'État profitait de la hausse des prix de l'essence à la pompe, s'il y avait une cagnotte. Et maintenant, on dit qu'il faut faire des économies. Qu'on prenne qui voudra ou qui pourra. Peut-être qu'il n'y avait pas de cagnotte, en fait, c'est ça la logique. Bon, si, parce qu'au niveau du ministère du Budget, ils ont dit quand même, c'était quoi? C'était, je sais plus, 150, 200 millions d'euros par mois, quand même. 150 millions d'euros par mois, je crois, le chiffre. Lié aux recettes liées à l'accise et lié à la TVA sur les prix de l'essence. Alors, en fait, c'est surtout au mois de mars qu'il y a eu plus de recettes. Ouais. 130 millions d'euros de mémoire. Voilà, on ne s'attend pas vraiment à ce qu'il y ait des hausses de recettes d'assises. En fait, le prix de l'essence augmente et les gens consomment moins. C'est un phénomène qui marche assez bien, y compris à court terme. Même si ce n'est pas vrai pour tout le monde et pas vrai dans les mêmes proportions, mais bon, en tout cas, c'est vrai. Globalement. Et donc ça fait que probablement ce qui s'est passé, c'est que les ménages français ont rempli leur réservoir au début de la hausse des prix des carburants en se disant que ça allait continuer d'augmenter. Ce en quoi ils n'avaient pas complètement tort. Et donc ça a fait plus de dépenses de carburant, donc plus de recettes d'assises. Mais normalement, on verra ce qui va se passer, mais au mois d'avril, on aura probablement des éléments là-dessus assez prochainement de la part du gouvernement. Enfin, entre-temps, il y a quand même la hausse, enfin la TVA. La TVA, pour le coup, elle... Alors, attendez, mais au mois d'avril, on devrait avoir des baisses significatives des volumes consommés. Et ça fait que la recette d'assises va beaucoup diminuer. Et en fait, la TVA, ça n'est que 20% du prix total. Les assises, plus les autres taxes qui sont volumétriques, c'est-à-dire calculées sur le volume du prix de l'essence, ça représente presque 1 euro par litre d'essence vendu. Donc en fait, quand il y a 1 litre en moins, vous perdez 1 euro de recette fiscale. 1 litre en moins consommé, 1 euro de... Donc il n'y a jamais eu de cagnotte. Et donc en fait, ce qui s'est passé au mois de mars, c'est qu'il y a eu plutôt plus de volume, donc un peu plus d'assises et plus de TVA, donc d'où les 150 millions pour le mois de mars. Mais très probablement, au mois d'avril, on aura un chiffre TVA plus assises qui sera négatif. Bon, et donc maintenant, on nous parle d'économie. Mais ça c'est un élément de l'équation, parce qu'après, on sait que quand il y a une augmentation du prix de l'essence, il y a un ralentissement de l'économie. Ça sera moins de recettes fiscales. L'État... Il y a les aides aussi. Alors, je viens, mais l'État achète de l'essence, il ne faut pas oublier. Achète des carburants, achète du fuel pour différentes choses. Donc ça renchérit les dépenses de l'État, de ce côté-là. L'État va devoir indexer un certain nombre d'éléments, certaines prestations sociales, le SMIC. Tout ça va conduire à des dépenses supplémentaires. Et puis, vous l'avez remarqué, il y a aussi un certain nombre d'aides, alors très ciblées, de moins en moins ciblées en fait, si on regarde bien, mais assez ciblées quand même, qui vont revenir à un certain nombre de ménages. Et donc ça fait des dépenses en plus, assez nettement. Il y a un volet qu'on n'évoque pas beaucoup non plus, qui est que, vous savez qu'on a des engagements militaires, des accords militaires avec certaines monarchies du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis. Et là, il y a eu des dépenses de munitions qui ne sont pas négligeables. Donc qu'il va falloir faire passer dans la loi de programmation militaire. Alors même si on ne va pas les payer cette année, ça veut dire qu'il va falloir les provisionner sur les années suivantes pour reconstituer ces stocks rapidement possible. Et en plus, le ministre de l'économie, Roland Lescure, nous dit, du fait de la hausse des taux d'intérêt sur la dette française, il y a un surcoût lié à la charge d'intérêt, au remboursement des intérêts sur la dette de 3,6 milliards d'euros sur l'année, en plus. C'est ça le chiffrage. Mais ça sous-entend quand même que le taux d'intérêt sur la dette française reste là où il est pendant toute l'année. Ça sous-entend plein de choses, mais je pense qu'il s'est un tout petit peu emballé. Il y a une augmentation, si on regarde avant, après le conflit, il y a une augmentation de 0,3 points des taux souverains, qui est commune à tous les pays développés, donc ce n'est pas spécifique à la France. Bon, 0,3 points, ça représente 5% de taux d'intérêt en plus. Et la charge d'intérêt de l'État, c'est à peu près 60 milliards aujourd'hui. D'accord ? Donc 5% de 60 milliards, ça fait effectivement 3 milliards. Ah, donc il ne s'est pas emballé alors ? Il s'est un peu emballé parce qu'on ne va pas renouveler toute la dette à ce taux. Ça, c'est le taux sur les dernières émissions de la dette. Ce n'est pas le tôt sur l'ensemble. Vous voyez, il y a des donc ça coûtera moins que ça. Les obligations de l'année dernière, qui sont des obligations à 10 ans, elles vont rester au taux où elles étaient l'année dernière, pendant 9 ans. Donc voilà, il y a quand même ça. Et donc en fait, c'est plutôt un dixième de ça, c'est-à-dire plutôt 300 millions. Ah oui. C'est pour ça qu'il s'est un peu emballé.
Ah oui, c'est un peu emballé, l'accorder. ces économies-là. Et je ne comprends pas bien pourquoi ils ont annoncé ce chiffre comme ça, bille en tête. Bon, Alors, c'est un peu embêtant parce que quand il dit qu'il va falloir faire 6 milliards d'économies, oui. dont 3 C'est milliards. David Amiel, le ministre des Comptes publics, Dont qui a 3 dit milliards le de- coût de la guerre pour les finances publiques de l'ordre de 6 milliards d'euros. Est-ce que c'est le bon chiffrage? Est-ce que ça inclut les 3,6 milliards de surcroît de charges d'intérêt qui manifestement sont exagérés d'un facteur 10? Ça le fait tousser. Bah, je ne pense pas que ce soit le bon chiffre. Oui. Excusez-moi, c'est le pollen. Oui, je sais. Si on prend un petit verre d'eau, ce serait bien aussi pour Xavier. Oui. On va vous apporter Bon, ça. il y a un coût à la guerre. Moi, je dirais comme ça qu'il est quand même plutôt de 3 à 4 milliards que de 6. Ouais. Que peut-être qu'il y a comment dire, une exagération, et que cette exagération, elle est faite pour justifier un peu plus d'économies de dépenses d'un côté, et donc pouvoir afficher une baisse du déficit un peu plus élevée Sachant que, allez, Laurie vient, en 2026. Laurie vient pour un petit peu d'eau. C'est des choses qui arrivent, le pollen, Ah oui, le pollen. c'est de saison. C'est la vie. Donc, parce que, encore une fois, et donc, est-ce que c'est justifié ou pas de faire ces 6 milliards d'euros? Pourquoi est-ce qu'on nous demande de faire 6 milliards d'euros? Alors, ce n'est pas une baisse de la dépense, c'est une économie, c'est un freinage sur la hausse de la dépense. Est-ce que c'est justifié 4 milliards d'euros sur le budget de l'État et 2 milliards d'euros dans la sphère sociale? Alors, est-ce que c'est justifié? On a un déficit élevé, premièrement, donc, et on s'est engagé à le réduire. On a des engagements européens assez nets de ce point de vue-là. Ça a été un engagement du gouvernement. Ensuite, il ne vous a pas échappé qu'on avait eu beaucoup de mal à voter un budget. Ouais. Et donc, en particulier, on a voté un budget avec assez peu de mesures qui vont conduire à une baisse du déficit, que ce soit des mesures de recettes ou des mesures de dépenses. Et donc, du coup, en fait, la main se retrouve un peu au Trésor, à la direction générale du Trésor, à Bercy, pour... Mais déjà qu'on va avoir moins de croissance si on peut se faire plus d'économies. Et en même temps, le déficit est à 5,1%, non pas à 5,4%, donc l'effort pour passer de 5,1 à 5, il n'est pas si gros. Voilà, c'est juste, voilà. c'est juste qu'effectivement, ça va pas, ça augure pas d'une année 2026 très positive en matière de croissance. Le gouvernement a révisé sa prévision de 1 à 0,9. Voilà, de 1 à 0,9, c'est peut-être très optimiste par rapport à ce qui... Bon, d'abord, par rapport au choc énergétique et pétrolier qui est provoqué et qui aura des conséquences peut-être plus importantes que celles qui ont été anticipées parce que le conflit dure. Oui, on attendait la baisse des... On est à 7 semaines déjà. Oui, et la dernière fois... Le pétrole est toujours à 100 $. Vous m'avez dit, mais il a commencé à baisser, donc tout va bien. Qui a commencé à baisser quoi? La dernière fois qu'on s'est vu... Oui. Qui a baissé? Le pétrole, oui. Il a commencé à baisser, donc tout va bien. Mais en fait, il est remonté et il s'est maintenu à un niveau élevé. Enfin, c'était il y a 3 semaines ou 4 semaines. Ouais. Mais tout le monde se trompe, David, donc c'est pas à vous particulièrement que j'en veux. Mais ouais, voilà, en tout cas, ça dure beaucoup plus longtemps que ce qui était anticipé. Et donc, du coup, ça veut dire que ça aura des conséquences plus importantes. Et puis ensuite, si dans le même temps, on fait une réduction des dépenses... ça ne contribuera pas non plus à soutenir la croissance. Et donc, voilà, alors on ne se dirige pas forcément vers une récession, mais si par hasard ça durait non pas quelques semaines, mais quelques mois, là, l'impact est beaucoup plus important. Voilà, les évaluations, c'est qu'en gros, si ça dure pendant un trimestre, on aura un demi-point de croissance en moins par ce vecteur-là. Si on cherche à maintenir l'objectif de déficit, c'est-à-dire si on ajuste les économies de dépenses pour tenir l'objectif de déficit, on peut rajouter facilement 0,1, 0,2, et donc on peut se retrouver avec une croissance très très faible en 2026. Ces 6 milliards d'euros, ils viennent d'où? Encore une fois, on freine la dépense, mais c'est quoi? J'ai bien à comprendre. Ce sont des coupes ou des gels dans les crédits? Quelle différence en fait? Alors, et qui va être touché? Est-ce que les 2 milliards qui vont toucher la Sécu, est-ce que ça va toucher concrètement les assurés sociaux ou pas? Alors, normalement, non, ça ne touche pas les assurés sociaux. Dans les dépenses de l'État, en gros, vous avez il y a un budget qui définit quelles sont les dépenses de l'État. Donc, il y a un certain nombre de fonctions que doit assurer l'État, et elles sont définies par la loi de finances, et l'administration doit exécuter la loi de finances. Donc, normalement, il n'y a pas beaucoup de latitude. Donc, quand on dit les remboursements de médicaments ou le remboursement de la consultation médicale est de temps, il est de temps. On ne peut pas décider en cours d'année, sans l'accord du Parlement, de changer ces paramètres-là. Okay. Donc ça, voilà. Après, il y a un certain nombre de dépenses qui sont des engagements, mais qui sont soumis à l'exécution de ces engagements. Donc par exemple, vous devez recruter tant de personnes dans l'éducation nationale. Mais finalement... Et puis, en fait, vous n'arrivez pas à recruter.
parce que il n'y a pas assez de candidats à votre concours, parce qu'ils n'ont pas le niveau. Donc, dans ce cas-là, vous ne recrutez pas, parce que vous avez d'autres exigences, un certain niveau, le respect d'une procédure. Et donc, vous ne recrutez pas et vous reportez la possibilité de recruter à plus tard. Ça s'appelle un gel. Donc, vous gelez la dépense en disant elle n'a pas été exécutée. Donc, le budget était alloué, alors cette année ou ce mois-ci, il était alloué à un ministère, il n'a pas été exécuté. Donc, je le gèle. C'est-à-dire, le ministère ne doit pas le dépenser. Et je vais décider de le dégeler, d'autoriser son exécution, plus tard dans l'année. Voir si, en fin d'année, il n'a pas été dégelé, je constaterai dans la prochaine loi de finances qu'il n'a pas été dégelé et je rendrai ça légal, c'est-à-dire conforme à la loi de finances, le fait qu'il a été gelé et ensuite il est annulé. Et donc c'est comme ça que Bercy peut peser sur la dépense, donc en cours d'année, en essayant de freiner l'exécution. Mais vous voyez, par exemple, on parlait des munitions pour l'armée, vous pouvez dire, ok, vous avez des stocks qui sont plus bas, donc très bien, on va programmer la reconstitution des stocks, donc on va mettre ça dans la loi de programmation militaire. Maintenant, il va falloir passer des appels d'offres, il va falloir viser un certain nombre de prix, et puis peut-être que vous allez vous apercevoir qu'en juin, vous n'aurez pas eu la capacité d'acheter ces munitions. Donc vous gelez les crédits en disant ils sont là, ils sont autorisés, mais on va les dépenser plus tard. Voilà. Juste dernière question, et il reboit un petit peu d'eau parce qu'on va le perdre. Donc au final, il y a une justification ou pas à faire 6 milliards d'euros, à annoncer 6 milliards d'euros d'économie. Est-ce que c'est justifié par rapport en disant c'est le coût de la guerre en Iran pour la France? C'est pas exactement le coût de la guerre en France, enfin pour la France. En même temps, comme on ne sait pas exactement quel est ce coût, gouverner c'est un peu prévoir et anticiper. Mais je pense qu'il y a un petit peu une opportunité qui est saisie par le gouvernement, aussi pour essayer d'éviter que le robinet des aides ne s'ouvre trop grand. En disant, des messages qui ont été assez clairs, par exemple, chaque euro d'aide devra être compensé par une économie ailleurs, ou par un gel ailleurs. Donc en disant bien que ça va être difficile, on n'est pas dans la même situation que le quoi qu'il en coûte en 2022 ou au moment du Covid, où là, il n'y avait pas de limite sur le soutien qu'on pouvait apporter à l'économie. Alors, on n'a plus les moyens en même temps. Bon, à la fois, on n'a plus les moyens, et puis... 5% de déficit, quand même. Hein. Oui, mais en plus, ce qui a été fait en 2022 avec le bouclier tarifaire, par exemple, a été excessivement cher. Ça a coûté combien au final? Alors, globalement, le bouclier tarifaire a coûté à peu près 30 milliards. La partie carburant, et donc baisse du prix de l'essence, ça a été à peu près entre 7 et 8 milliards. Donc c'est quand même des sommes qui sont très importantes. Et par ailleurs, vous voyez, qui en fait n'ont pas les bons effets à long terme. Hein, ça a poussé personne à changer son comportement ou à acheter une voiture électrique, d'une part. Ensuite, si cet argent a été mis sur des subventions à des voitures électriques ou des véhicules électriques pour les artisans, on aurait aujourd'hui un rendement assez rapide de ces aides-là. Et puis ensuite, c'est ça aussi des effets distributifs qui sont très mal maîtrisés. C'est-à-dire que vous permettez à celui qui roule beaucoup de continuer à payer l'essence 2 €. Bon, ok, il est moins mécontent, mais il n'est pas si content que ça. Et puis, mais vous permettez aussi à celui qui utilise son véhicule pour aller au week-end, en loisir, et qui, lui, a les moyens de bénéficier d'une ristourne dont il n'a pas besoin, en fait, objectivement. Donc, le bilan n'est pas très bon de ce genre d'aide non ciblée. Donc les enseignements semblent avoir été retenus. Voilà, et les circonstances budgétaires, et la phrase que vous prononcez, on n'a pas les moyens, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que... 5% de déficit, vous avez raison, je ne dois pas le dire comme ça, mais on a 5% de déficit aujourd'hui. On a 5% de déficit. Là où la zone euro est à moitié moins. Donc. Voilà, et donc on doit aussi montrer qu'on est capable de réduire ce déficit. On a 5% de déficit et on a beaucoup de mal à voter des budgets. Vous pourriez rester, vous, pendant encore 10 ans avec 5% de déficit? 5% de déficit pendant 10 ans, ça finit par faire une dette assez importante au bout du compte. Et donc oui, c'est un peu problématique, c'est sûr. Donc c'est clair que ces 5%, il faut les réduire.
Oui. Doubler, on n'a plus les moyens. C'était vous. Non, mais ok, Compris. j'avais compris, mais c'est juste pour. Taquine, je taquine. Hein. Voilà, exactement. Allez, merci C'est le beaucoup. Un petit peu d'eau, ça ira mieux. Xavier Timbaud, donc, le directeur de l'OFCE. Merci pour ces explications. Salut. Merci David.